Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube, la chaîne de Ligne Droite. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos. C'est très important pour notre référencement et c'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Alors, c'est notre table ronde sur les laboratoires en Ukraine. On en a déjà eu une en mars dernier. Je rappelle que ces laboratoires en Ukraine déjà existent. C'est clairement confirmé par les Américains. Ils sont financés par les programmes américains. Mais que s'y passe-t-il vraiment? Alors, je rappelle les éléments que nous avions déjà abordés au mois de mars. Les Russes affirment depuis le début de la guerre en Ukraine et même avant qu'ils ont mis la main sur des documents prouvant la présence de laboratoires biologiques en Ukraine. Bon, Sergueï Lavrov, le ministre des Affaires étrangères, avait déclaré d'ailleurs début mars détenir la preuve que le Pentagone a développé des agents pathogènes dans 2 laboratoires militaires en Ukraine. La Chine, dès le 4 février, avait souligné l'importance de pouvoir visiter en toute transparence ces installations scientifiques en Ukraine, je les cite, où les États-Unis mènent leurs recherches à but militaire. Évidemment, là, il s'agit de version russe, version chinoise. On ne prend pas ça pour argent comptant. Alors, les déclarations occidentales de leur côté, les médias dénoncent une grossière propagande russe. L'ONU a d'ailleurs signalé n'être au courant d'aucun programme d'armes biologiques en Ukraine. C'était ce qu'avait déclaré la responsable de l'ONU en désarmement, Izumi Nakamitsu. Les Américains sont quand même un petit peu plus nuancés. Ils ont confirmé à plusieurs reprises la présence de ces laboratoires. Mais, selon eux, ils servent au programme de lutte contre les maladies infectieuses dans le cadre de la coopération de réduction des menaces, le CTR, qui a été mise en place en 1991. Je vous propose d'écouter la version justement du ministre du ministère, en tout cas du département américain de la Défense, qui répond aux allégations russes sur la présence de ces laboratoires. C'était en janvier dernier. First, let's talk about those laboratories. Parlons de ces The laboratoires. allegations made today are pure disinformation, plain and simple. Les allégations faites The hundreds aujourd'hui of sont de la laboratories they diffamation pure et accuse of simple. suspicious activity, those aren't US Les facilities. centaines de Those laboratoires facilities accusés owned and d'activités operated suspectes, ce ne by sont des developing services countries développés mostly par les pays represented in this développés room. qui sont ici They're dans cette public and pièce. animal health facilities engaged in peaceful scientific endeavors. Ce sont des services de santé publique engagés pour la recherche scientifique pacifique. Ils sont portés par le programme de coopération de réduction des menaces, le CTR, qui a pour but de démanteler les armes de destruction massive associées au complexe soviétique. Ce programme continue de fonctionner à travers le monde pour éviter, protéger et soigner les maladies infectieuses. Voilà donc la déclaration de janvier dernier qui permet de comprendre déjà que ces laboratoires existent, seulement ils ont une vocation pacifique, nous disent les Américains. De nouveau, la sous-secrétaire d'État américaine Victoria Nuland a confirmé la présence de ces laboratoires. Madame Nuland, répondait à une question sur l'existence éventuelle d'armes chimiques en Ukraine lors d'une audition parlementaire au Sénat. C'était le 8 mars dernier. Écoutez-la. Does Ukraine have chemical or biological weapons? Ukraine has biological research facilities, which, in fact, we are now quite concerned Russian forces may be seeking to gain control of. So we are working with the Ukrainians on how they can prevent any of those research materials from falling into the hands of Russian forces should they approach. Je vous fais la traduction. Donc, vous avez entendu la question. Est-ce que l'Ukraine a des armes biologiques? Oui, des armes biologiques. Et la sous-secrétaire d'État américaine à l'Europe et à l'Eurasie répond: l'Ukraine dispose bien d'installations de recherche biologique. Donc, elle ne répond pas sur le terme armes, mais installations de recherche biologique. Nous sommes de fait à présent relativement inquiets par la possibilité que les forces russes tentent d'en prendre le contrôle. Et donc la diplomate continue en soulignant l'importance d'empêcher l'armée russe de prendre le contrôle de ces laboratoires. Nous travaillons avec les Ukrainiens, dit-elle, sur la façon dont ils peuvent empêcher ce matériel de recherche de tomber entre les mains des forces russes qui s'approchent. Voilà ce qu'elle a déclaré le 8 mars dernier. Et puis pour finir, le 11 mars, c'est l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, qui a fortement recommandé à l'Ukraine de détruire d'éventuels pathogènes, je la cite, l'OMS, détruire d'éventuels pathogènes très dangereux dans ces laboratoires pour éviter tout risque de contamination de la population à cause de la guerre qui fait rage dans toute une partie du pays.
Je les cite, les laboratoires devraient toujours tenir compte de la situation dans laquelle ils se trouvent et s'assurer qu'en cas de menace, il y a moyen d'éliminer en toute sécurité les pathogènes qui se trouvent normalement dans ces pays pour des raisons de santé publique et afin d'éviter une fuite accidentelle, a souligné la porte-parole de l'OMS. Voilà le bilan, voilà ce dont nous allons parler dans cette table ronde. C'était un petit peu long comme présentation, mais il faut vraiment que vous connaissiez tous les éléments. Maintenant qu'on sait tout ça, donc on comprend en fait qu'il y a des laboratoires bactériologiques. D'un côté, on parle de recherche bactériologique qui permettait de désinstaller les systèmes, les armes biologiques de l'époque soviétique, et de l'autre, la version russe et la version chinoise, et de dire que ce sont directement des armes bactériologiques. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si ça retombe aujourd'hui dans les mains des Russes, visiblement, c'est très dangereux malgré tout. Voilà les informations qu'on a, et voilà ce dont on va parler dans cette table ronde avec nos trois invités. Professeur Perron d'abord, bonjour. Bonjour. Alors, je reprends ma petite fiche pour votre long CV. Vous êtes ancien chef de service des maladies infectieuses de l'hôpital de Garches. Précisons-le également, puisque tout le monde aime bien vous présenter comme anti-vax. Vous êtes vice-président du groupe European... J'étais. Oui, pardon, oui. Vous étiez vice-président du groupe... European Advisory Group of Experts of Immunization, qui conseille la politique vaccinale européenne de l'Organisation mondiale de la santé, justement. Vous êtes également auteur, on va citer les derniers livres, de Y a-t-il une erreur qu'ils n'ont pas commise? C'était chez Albin Michel en 2020. Et puis, décidément, ils n'ont toujours rien compris, toujours chez Albin Michel. Puis, on vous avait reçu pour ce livre aussi, préfacé le livre de Robert Frederick, non, comment c'est quoi, Robert Kennedy Jr. aux éditions Marco Pieter. Voilà. Nous sommes avec vous, professeur J'ai écrit un livre Perron. sur la maladie de Lyme où je parle de la guerre microbiologique. Oui, c'est très intéressant. En fait, je peux le citer aussi, celui-là. La vérité sur la maladie de Lyme, infection cachée, vie brisée vers une nouvelle médecine, aux éditions Odile Jacob. On va y revenir ensemble justement, parce que tout cela est peut-être lié également. Nous sommes également avec Stanislas Berton. Bonjour Stanislas Berton. Bonjour Clémence, bonjour à vos auditeurs, bonjour professeur Perron. Vous êtes spécialiste des risques systémiques, analyste des effets du mondialisme et auteur de ce livre, L'homme et la cité, le deuxième volume, vous avez les deux volumes, et c'est aux éditions Le Temps retrouvé. Nous sommes également avec Bertrand Scholler. Bonjour Bertrand Scholler. Bonjour Clémence. Vous êtes ingénieur des mines, diplômé de l'école du pétrole et de l'IEP de Paris, et vous êtes ancien consultant dans les cabinets de conseil, notamment sur les questions de santé. Bertrand Scholler. Je vais commencer par donner la parole au professeur Perron. D'abord, est-ce que vous connaissiez, vous, justement, de par votre profession, l'existence de ces laboratoires ? Alors, en Ukraine, non, pas du tout. J'ai appris ça par les médias. En revanche, les laboratoires de guerre microbiologique, j'ai découvert ça à l'occasion de mon combat sur la maladie de Lyme, parce que ça fait plus de 20 ans que je me bats pour la reconnaissance de cette maladie chronique qui touche des millions de gens en Europe, peu meurent tout de suite, hein. C'est pas une maladie qui tue rapidement, sauf dans des cas exceptionnels, mais ça tue les gens à petit feu. Ils ont des paralysies, des problèmes cardiaques, fatigue, douleurs articulaires. Et cette bactérie, alors la Borrelia, qui est la cause de la maladie de Lyme, a toujours existé depuis des millénaires, mais elle a été modifiée d'abord par les Allemands dans les camps de concentration, les Japonais, et les Américains ont récupéré ces chercheurs à Plum Island, qui est une petite île près de la ville de Lyme, d'où ces bactéries modifiées, ces tiques, c'est transmis par les piqûres de tiques, les tiques modifiées, ont échappé de l'île et sont tombés sur la ville de Lyme. Et ça fait 30 ans que on nous raconte dans les médias, dans les journaux médicaux, dans les sociétés savantes que la maladie de Lyme chronique n'existe pas, qu'on a mis au point des tests bidons pour diagnostiquer un tout petit pourcentage des cas réels, et puis de dire qu'en 15 jours d'antibiotiques, c'était guéri, et qu'après, si vous continuez à souffrir, c'était dans votre tête, on vous envoyait en psychiatrie. Et quand j'ai enquêté sur tout ça, j'ai découvert qu'en fait, il y avait une modification de ces bactéries à des fins militaires, d'abord par les Allemands, puis ça a été récupéré par les Américains. Je l'ai écrit dans mon livre, il y a des preuves. D'ailleurs, il y a une Américaine remarquable qui s'appelle Chris Newby. Alors, Chris, c'est K-R-I-S, et Newby, N-E-W-B-Y. Elle a écrit un livre, c'est en anglais, qui s'appelle Bitten, c'est-à-dire mordu, la morsure de tique. Et elle révèle tout parce que Willy Burgdorfer, qui était un Suisse-allemand, qui avait été récupéré par l'armée américaine pour continuer les travaux sur les Borrelia, l'agent de la maladie de Lyme, il a eu des remords à la fin de sa carrière sur ce qu'il avait fait, parce qu'il a vu que
Pour lui, c'était scandaleux qu'on laisse comme ça des millions de gens mourir à petit feu en disant que c'est dans votre tête. Et il a caché des archives qui étaient classées secret militaire quasiment. Ah oui, donc il y a vraiment des preuves Voilà, incontestables. il les a donnés à Chris Newby avant de mourir en disant bon voilà, faites-en bon usage. Elle a écrit un livre qui est paru en juin 2019. Et si vous vous souvenez bien, bon, c'était juste avant le Covid, en juillet 2019, la Chambre des représentants, quand des députés américains ont lu ce livre, ont demandé la création d'un groupe d'enquête sur le Pentagone en disant est-il vrai que vous avez exposé le peuple américain à des germes dangereux fabriqués? L'enquête est toujours en cours. Malheureusement, c'était un petit peu stérilisé par l'histoire du Covid. J'espère que ça ressortira. Anesthésié. Mais voilà, anesthésié. Mais voilà, donc vous savez, on en reparlera après. La guerre microbiologique, même si on ne connaissait pas les microbes, elle remonte au site plusieurs millénaires avant Jésus-Christ. Donc, ce n'est pas nouveau. Ou la peste noire aussi, qui était un cas de guerre microbiologique. Ça, je pourrais en revenir si vous voulez. Mais donc, j'ai découvert tout ça par hasard et j'y crois maintenant. Alors après, ce qui s'est passé en Ukraine, je ne sais pas, mais c'est troublant que voir beaucoup de personnalités américaines de renom ont confirmé qu'il existait bien des laboratoires. Après, moi, je ne peux pas juger sur ce qui se passe à l'intérieur. Et ce qui est sûr aussi, là, vous parlez du fait que les Américains aient récupéré des scientifiques nazis pour ces recherches biologiques. Là, dans le cadre du programme de coopération de réduction des menaces, le CTR, qui a été mis en place en 91, donc face à la menace soviétique à l'époque, donc l'idée, je le répète, était de détruire les restes de l'arsenal nucléaire et chimique de l'URSS, donc après la chute du régime soviétique. Il faut savoir qu'avec ce programme, il y a quand même 58 000 scientifiques de ces armes biologiques qui ont été récupérées. Je l'ai vérifié sur Wikipédia tellement le chiffre me semblait important, mais donc on a plusieurs sources. Scientifiques qui ont été récupérés de l'URSS, enfin ex-URSS, chez les Américains. Et puis les sites ont été récupérés, et puis voilà. Donc, et puis d'ailleurs même des armes biologiques également ont été neutralisées par les Américains, récupérées par les Américains. Donc tout ça, c'est le même processus avec les Américains pour mieux sauver la planète reprennent ces scientifiques à leur compte. C'est aussi ça qui est intéressant dans cette guerre bactériologique qui nous fait penser à une nouvelle guerre, une autre forme de guerre des étoiles. Alors il est 8h, c'est l'heure de faire un rapide point sur les informations. Ensuite, je mélange les deux. Stanislas Berton et Bertrand Scholler, évidemment, vous prenez la parole juste après. On aura encore bien le temps de parler. Oui. Et nous reprenons cette table ronde importante sur ces laboratoires bactériologiques en Ukraine. Ligne droite, le témoin a dit la vérité, il doit être exécuté. La table ronde. Nous sommes toujours pour cette table ronde avec Bertrand Scholler, ingénieur des mines diplômé de l'école du pétrole et de l'IOP de Paris et puis consultant stratégique notamment dans les cabinets de conseil dans le domaine de la santé. Nous sommes avec le professeur Christian Perron qui sera avec nous jusqu'à 9h, ancien chef de service des maladies infectieuses de l'hôpital de Garches. Vous avez notamment beaucoup travaillé sur la maladie de Lyme dont on parlait tout à l'heure, dont on parlera encore avec ce livre notamment La vérité sur la maladie de Lyme aux éditions Odile Jacob. Et nous sommes avec Stanislas Berton, spécialiste des risques systémiques, analyste des effets du mondialisme et auteur de ce livre L'homme et la cité, le volume 2, oui, le volume 1 avant, aux éditions Le Temps retrouvé. Stanislas Berton, vous souhaitez réagir sur les propos du professeur Perron? Oui, tout à fait. Et je le remercie d'avoir parlé, d'avoir fait le lien avec les recherches bactériologiques et la maladie de Lyme, parce qu'on sait qu'il y a de nombreux programmes qui ont été développés par les Américains ou même à l'époque de l'Union soviétique qui travaillent sur des insectes comme vecteurs. On a des insectes, on a les moustiques, on a des puces, des petits acariens, des choses comme ça. On a même, là récemment, les Russes ont parlé d'utilisation d'oiseaux migrateurs pour diffuser des pathogènes en utilisant les circuits de migration. Donc, c'est vraiment une longue tendance et je voulais dire que là, on parle bien sûr des recherches bactériologiques en Ukraine, mais il faut savoir que c'est des choses qui remontent il y a très très longtemps. Il y a déjà de la guerre bactériologique, par exemple, à l'époque de la guerre de Corée. On a des cas très très établis
d'utilisation d'armes bactériologiques lors de la guerre du Vietnam, au Cambodge. C'est vraiment quelque chose qui remonte à très très loin. Et vous parliez du chiffre absolument colossal de chercheurs qui avaient été récupérés par les États-Unis. Il faut savoir qu'il y a énormément de laboratoires en recherche bactériologique qui sont financés par les Américains, et notamment par les programmes liés au Pentagone, dans le monde entier. À proximité de l'Ukraine, on a par exemple là récemment, on sait, les Russes le citent nommément, et c'est ça que je voudrais signaler, c'est que les Russes, quand ils donnent ces informations dans leur briefing récemment, ils donnent des informations très très claires, très très précises, ils donnent des lieux, ils donnent des dates, ils donnent le nom des chercheurs, ils donnent des éléments factuels. En face, on a les Américains. Est-ce qu'ils sont vérifiables? Parce que on doit toujours faire très attention aux versions des pays étrangers, notamment russes et chinois. Bien sûr, oui. Mais moi, c'est ce que j'essaie de dire, c'est que les Russes donnent des informations qui peuvent être vérifiées, les journalistes devraient faire ce travail, nos services de renseignement peuvent le faire. Le problème, c'est qu'eux donnent des éléments factuels, et en face, on a les Américains qui se contentent de dire non, non, ne vous inquiétez pas, c'est des programmes pacifiques, etc. Donc, ce que je voulais dire, c'est que, par exemple, les Russes donnent de manière très précise des informations en disant que, par exemple, les labos de recherche qui sont aujourd'hui impliqués et liés avec les programmes en Ukraine, ils parlent des instituts Robert Koch à Berlin, ils parlent de Munich, ils parlent des maladies tropicales à Hambourg, ils parlent aussi en Pologne d'un institut à Lwów, ils parlent de l'Institut de médecine vétérinaire, enfin, ils donnent des éléments très concrets, ils disent qu'il y a 12 pays en dehors de l'Ukraine qui sont impliqués dans ces divers programmes. Et ils donnent vraiment des informations très, très, très précises qui peuvent être vérifiées de fait. Mais d'ailleurs, comment dire, la réaction que je vous ai fait écouter tout à l'heure, américaine, qui a été faite en janvier dernier du département de la sécurité américaine, explique bien qu'en effet, il existe une centaine de laboratoires tels que ceux qui sont en Ukraine. Donc, à ce sujet, je crois qu'il ne nie pas les faits. C'est seulement sur ce qui se passe à l'intérieur, ou peut-être même le terme utilisé entre armes biologiques ou le fait de parler seulement de recherche biologique. Eux, ils parlent de recherche pour le bien de l'humanité, tandis que d'autres en face disent que il y a des risques d'armes biologiques. Je me tourne vers Bertrand Scholler. En fait, ce qu'on remarque quand on écoute à nouveau les Russes et les documents qui sortent, c'est que les pathogènes sur lesquels travaillent ces laboratoires, que ce soit, alors tout à l'heure vous évoquiez d'autres pays, mais il y en a effectivement au Kazakhstan, en Géorgie, qui sont documentés, sur lesquels certaines chaînes françaises d'ailleurs ont fait des reportages il y a plusieurs années, qui ont été désarchivés des chaînes en question, mais qu'on peut retrouver sur YouTube. Donc nos journalistes à certaines époques ont fait ce travail qu'aujourd'hui peut-être ils regrettent d'avoir fait, donc il n'a rien à voir avec les Russes. On trouve ça très facilement, des longs reportages qui font 1h30, qui montrent le côté extrêmement préoccupant et caché de ces laboratoires, avec des diplomates, enfin des gens avec des passeports diplomatiques qui y travaillent, donc qui sont complètement couverts en fait par ce passeport pour aller et venir avec des valises diplomatiques. Et justement, en fait, les pathogènes sur lesquels ils travaillent ne sont jamais des pathogènes qui concernent la santé publique des pays en question. C'est-à-dire que quand vous travaillez sur la variole, sur la peste, sur tous ces pathogènes en fait qui ne sont pas des préoccupations comme peuvent être le sida ou autre, c'est que vous avez d'autres idées dans les pays en question. En Ukraine, ils ont trouvé des échantillons de ces pathogènes-là qui n'ont rien à y faire. Et surtout, en fait, ce que les Russes semblent avoir montré avec des documents très clairs, signés, co-signés, puisque c'est eux qui ont également mis en avant les... Alors pardon, je fais juste une parenthèse, parce qu'en effet, tous ces documents ont été imprimés et présentés à l'ONU, c'est ça? Au Conseil de sécurité de l'ONU. Mais voilà, aujourd'hui en France, la version, c'est de dire, en effet, ces documents ont bien été présentés, mais on ne connaît pas leur authenticité. Voilà. Oui, mais il y a un point qui est très important, c'est-à-dire que l'Amérique, c'est un grand pays, c'est une démocratie, il y a des appels d'offres qui sont faits de façon transparente, et sur le site des différentes ambassades américaines dans le monde, quand il y a des appels d'offres qui sont publiés, comme par exemple avoir des centaines de milliers d'échantillons d'ADN de type slave ou autre, qui préoccupaient énormément les Russes à cette époque, et ben c'était en ligne, et toutes ces choses ont disparu également au début du conflit, en fait, comme s'il fallait enlever les empreintes digitales. Évidemment, un certain nombre de personnes avaient enregistré toutes ces informations, capturé les pages, etc. Donc, on a toujours cette tendance d'effacer les preuves ou de les minimiser, mais il y a un faisceau d'indices qui est extrêmement fort. Et surtout, en fait, tout ce
tout cela fonctionne en réseau, en fait. Donc, tout à l'heure, le professeur Perron disait, mais il s'est passé quelque chose, mais depuis l'époque des Allemands, hein, c'est pas les Américains qui ont été les Frankenstein de l'humain, en fait, ça date d'avant, ça date des nazis, en fait, mais ça date des nazis japonais ou des nazis, puisque les Japonais faisaient aussi ce genre de recherche. Donc, c'est cette volonté de tuer finalement à petits coups. Puisque, en fait, quand vous envoyez un missile nucléaire ou quand vous envoyez, c'est très visible, on sait qui est le coupable. Alors que si vous avez des drones qui survolent une région ou un campement militaire et qui libèrent au-dessus des soldats des milliers de tics militarisés, on va pas vraiment trouver la preuve. Il va y avoir une espèce d'épidémie qui va se passer des mois ou des années après. C'est-à-dire que des régiments entiers. Oui, mais est-ce que c'est vraiment efficace ça, pour une guerre, justement? On se dit finalement les tics. Alors, c'est radical. Ouais. Alors, professeur Perron, de toute façon, vous souhaitez répondre. Oui, alors, parce que quand les Japonais ont envahi la Chine, la Mandchourie, ça c'est Patrick Berge, qui était le doyen de l'université de Necker, qui était directeur de l'Institut Pasteur de Lille, avait écrit un livre là-dessus, bien documenté. Ils ont balancé sur la Mandchourie par avion de la peste, du choléra, du charbon. Ils ont tué des centaines de milliers de Chinois, mais ces andouilles, ils n'avaient pas prévu que les microbes ne reconnaissent pas les uniformes. Et quand les Japonais ont débarqué en Mandchourie, il y a des milliers de soldats qui sont morts. Ils se sont dit, ah zut, on a joué au con. Et c'est pour ça qu'ils ont discuté avec leurs collègues allemands, c'était pendant la guerre, donc entre fascistes, nazis, pour dire, il faudrait peut-être utiliser des microbes qui tuent pas trop vite, mais qui tuent à petit feu. Et du coup, la Borrelia, la maladie, qui s'appelait pas maladie de Lyme à l'époque, la Borrelia paraissait un bon candidat parce que ça handicape, ça donne mal aux genoux, on peut pas courir, on a des problèmes cardiaques. Oui, mais ça peut quand même handicaper leur armée aussi, non? Oui, ben c'est ça. Non, mais ils pensent pas très loin. Et puis ils ont contaminé tout l'environnement. C'est pour ça que moi je les appelle les tiques militaires d'origine allemande qui ont envahi toute l'Europe et qui fait que la maladie de Lyme est une pandémie gigantesque actuellement. Les Japonais ont balancé des tiques aussi sur la Sibérie orientale. Puis après, il y a les bactéries qui sont échappées de la ville de Lyme aux États-Unis du laboratoire. Donc maintenant, ces tiques, il y en a partout. Mais les gens ne savent pas qu'à l'origine, c'est une histoire purement militaire. Mais on n'en meurt pas aujourd'hui. Enfin, la maladie de Lyme, on peut en mourir, mais ça se soigne, je veux dire. Ça se soigne, mais dans les formes chroniques, les traitements antibiotiques et autres ne marchent pas chez tout le monde. Et il y a beaucoup de gens qui sont handicapés à vie avec cette maladie. Et ce qui est terrible, c'est qu'il y a un déni de partout, même des sociétés savantes, des journaux médicaux, qui doivent être aux ordres et qui publient des éditoriaux qui sont financés par le CDC d'Atlanta, ça qui est une institution militaire, qui est l'Institut de surveillance des maladies aux États-Unis, qui dit que la maladie de Lyme chronique n'existe pas, que les tests sont parfaits. On nous répète ça depuis 30 ans, c'est totalement faux. Et on se moque de la santé. Encore vous accuser de complotisme, professeur. Non, mais on se moque de la santé des gens, c'est ça qui est terrible. Moi, j'ai soigné ces malades pendant des années. Il y a des traitements qui marchent, qui les guérissent pas tous à 100%, mais on peut leur redonner une vie à peu près décente pour la plupart, parce qu'ils retrouvent de l'activité, du tonus. Bon, voilà. Et ça, c'est des choses que j'ai découvertes par hasard, parce que je ne soupçonnais pas du tout ce genre de choses avant. Une question intéressante, vous avez dit, malheureusement, ces armes bactériologiques ne reconnaissaient pas l'uniforme. Est-ce que c'est pas ça aussi la recherche dans le gain of function, c'est le fait de pouvoir d'avoir une reconnaissance génotype? Enfin, j'y connais rien. Si moi j'étais un apprenti sorcier, je dirais qu'il faudrait que je balance dans la nature des germes pour lesquels les gens qui sont de mon côté puissent être protégés, soit par un vaccin qui serait réservé à une élite, soit par des traitements qui seraient plus ou moins secrets, mais réservés à certains. Pour l'instant, on n'a aucune preuve de tout ça. Mais quand on balance comme ça des germes modifiés, on ne sait pas où ça va. Ça touche tout le monde. Alors, il y a juste trois choses en fait sur lesquelles j'aimerais revenir. Alors la première chose, c'est que bizarrement, tout à l'heure, vous citiez l'OMS. Donc des pathogènes qui seraient présents depuis 91, donc en 2022, n'ont toujours pas été détruits, mais l'OMS sous-entend qu'en une semaine, ils vont enfin pouvoir l'être. Donc c'était très compliqué, et c'est pour ça que depuis 91, ils ne sont pas détruits, mais là, en 2 jours, on va pouvoir le faire. Mais est-ce que ces pathogènes ne servent pas aujourd'hui à la recherche? Non, mais justement, je parle de la version officielle. Je vais revenir. La deuxième chose, c'est que la maladie de Lyme, je pense que le professeur Perron l'a dit et souligné, en fait, elle s'est échappée.
C'est-à-dire qu'elle n'était pas encore arrivée à son niveau parfait de militarisation. Pour répondre à ta question, si cette maladie pouvait être militarisée plus loin, je pense qu'elle serait plus radicale, elle serait plus rapide, elle serait plus efficace. Donc on avait là peut-être une version alpha ou bêta de quelque chose de très dangereux. Et est-ce que les recherches ont été poursuivies ou pas, on le découvrira peut-être un jour. Et le troisième point, et qui est vraiment important, que tu évoquais sur la reconnaissance des uniformes, il y a un certain nombre de personnes qui ont souligné qu'en fait, l'axe du mal, c'était, selon les Américains, c'est la Russie, la Chine et l'Iran. Et il se trouve que ce sont des pays qui ont une caractéristique assez particulière qu'ont pas beaucoup d'autres pays dans le monde, c'est qu'ils ont des génotypes dominants. Donc il y a une génétique, Une reconnaissance chinoise, génotype c'est-à-dire assez, que les Chinois se mélangent forte. pas beaucoup, donc on sent qu'il pourrait y avoir des possibilités avec les Chinois. Pareil en Iran, c'est des Perses, donc c'est pas les Arabes, ils ont des caractéristiques qui sont sans doute identifiables par des Frankenstein ou des savants qui seraient déterminés. Et c'est pareil pour les Russes. Et c'est ce qui avait particulièrement, et ça aussi, Et c'est ce que disent, pardon, c'est aussi la version russe. Hein, c'est ce que dit la version russe. Mais ils ont les preuves, puisqu'en fait, les ambassades cherchent à capitaliser en fait sur ces ADN, c'est-à-dire ils cherchent à avoir une grande connaissance. Donc ils demandent des échantillonnages en centaines de milliers d'euros de population slave pour voir s'il y aurait moyen de différencier entre des Américains et des Slaves, justement. Alors, pardon, mais Stanislas Berthaud qui attend, ensuite à vous, professeur Perron, on a le temps, vous inquiétez pas. Stanislas Berthaud. Je voulais rebondir sur ce qui vient d'être dit par Bertrand Schoeller et aussi par le professeur Perron, c'est qu'en effet, on sait par exemple qu'entre 2016 et 2019, il y a 3500 échantillons sanguins qui ont été collectés par ces laboratoires et qui ont été envoyés. Alors apparemment, ces échantillons-là, maintenant, ont été envoyés en Pologne. Et je voudrais aussi donner des éléments qui sont par rapport à ces programmes. Par exemple, les Russes ont fait une accusation qui est extrêmement grave, qui n'a été reprise partout ailleurs. Ils accusent publiquement ces laboratoires d'avoir diffusé des faux billets de banque sur lesquels auraient été infectés par des souches de tuberculose extrêmement virulentes et qu'ils auraient été distribués. On a même le nom du village, un petit village de mineurs qui s'appelle Stepovoe, dans l'est de l'Ukraine. Et donc ils ont fait ces accusations et toutes ces informations-là avec les preuves, etc., sont disponibles. On peut les trouver sur le ministère de la Défense russe. Et ils ont dit aussi qu'ils avaient trouvé que le renseignement russe avait récupéré des drones, 5 drones, équipés de pulvérisateurs de 30 litres avec un réservoir de 30 litres qui, selon eux, seraient utilisés pour pulvériser des agents infectieux ou des pathogènes, etc. Donc tout ça, c'est des éléments qui sont dans les briefings, et il y a des éléments, il y a des photos, etc. C'est des choses qui sont présentées devant l'ONU, donc c'est des choses qui ne sont pas... oui, ce qui est dommage, Stanislas Berthaud, c'est que vous dites qu'ils apportent des éléments. En fait, ce serait intéressant, puisqu'on ne peut pas croire la version russe comme ça, que l'ONU travaille sur ces éléments et les démonte, mais au moins avec le travail d'étude de ces preuves, oui, plutôt que de renier en bloc tout ce qui arrive de la Russie. C'est surtout ça, en fait. Sinon, ça ne nous permet pas d'avancer sur ces éléments. Professeur Perron. Oui, je voulais rebondir sur ce qu'on disait tout à l'heure sur je dirais la susceptibilité génétique de population. Et même avant qu'on connaisse les gènes et tout ça, les Anglais l'ont utilisé pour conquérir l'Amérique du Nord, parce que les Français qui avaient été les premiers arrivés en Amérique du Nord étaient alliés avec les Indiens de l'intérieur, qui avaient reconnu le roi de France comme leur souverain. Et les Anglais n'arrivaient pas à rentrer parce qu'ils tombaient dans les embuscades avec les Indiens. Mais ils savaient que les Indiens, par leur homogénéité génétique, étaient sensibles. Ils mouraient à 80% ou plus quand ils rencontraient le virus de la variole, la vraie variole humaine, hein, je ne parle pas de la variole du singe aujourd'hui, la vraie variole humaine qui était très dangereuse. Et cette variole ne tuait que, à l'époque c'était comme ça, 30% des Européens. Et c'est pour ça que les Anglais ont distribué des couvertures infestées de virus aux Indiens. Et il y a eu un génocide qui était déjà de la guerre microbiologique oui, c'est ça, à l'époque, rien de nouveau. Mais on a utilisé la sensibilité génétique de la population amérindienne pour l'anéantir, contribuer à l'anéantir en Amérique du Nord. Il y a eu aussi les armes, il n'y a pas eu que ça, mais... Oui, c'est très intéressant. Je ne sais plus où on en était. C'était à vous, Bertrand Schoeller. Oui, je veux bien. De façon presque plus modeste et anecdotique, l'opium en Chine, l'alcool dans certaines régions. En fait, il y a plein de moyens parce que les gens
réagissent pas du tout de la même manière à la consommation d'alcool. On n'a pas tous les mêmes protéines pour le digérer. Pareil, en fait, ce qu'on montre, c'est que aujourd'hui, dans le monde, il y a 3 grands dangers, en fait. Il y a le danger nucléaire, dont tout le monde parle, le nucléaire civil et le nucléaire militaire. C'est un énorme danger. On voit là, les Japonais viennent de libérer dans l'océan toute l'eau qui était conservée de Fukushima. Ça va être aussi quelque chose à retardement qui est presque pire que lancer une petite bombe atomique. En fait, tout ce qui concerne l'atome est potentiellement dangereux. Il y a une deuxième chose dont on vient de parler là pendant le début de cette session sur les virus, en fait, le côté Frankenstein de l'humain, c'est-à-dire depuis 70 ans et bien avant, puisque vous venez de citer les Anglais avec la variole, eh ben, on essaie d'utiliser la nature pour tuer les autres, donc l'empoisonner, lui donner des virus avec le risque d'effet rebond, puisqu'on en parlait avec les Japonais au Mandchourie. Mais il y a, en fait, ce qui est la somme de tout ça, c'est l'intelligence artificielle et le remplacement de la machine, enfin de l'homme par la machine. Pour moi, c'est presque un énorme sujet, en fait. Oui, mais alors on va pas l'ouvrir aujourd'hui. Non, mais parce que tout est lié, en fait. C'est cette volonté sans cesse d'être science sans conscience. Et c'est exactement ce qui se passe. C'est qu'entre des mauvaises mains, il se passe des choses catastrophiques. Alors, vous me faites une très bonne transition, parce que c'est très intéressant, cette histoire de mauvaises mains ou de bonnes mains. Parce que c'est quand même, ce qu'on a aujourd'hui, c'est ça, c'est les Russes sont les mauvaises mains, entre leurs mains, ces laboratoires bactériologiques deviennent des armes des armes bactériologiques. Il a fallu les anéantir parce que ça, c'était dans les mains des soviétiques. Aujourd'hui, on nous dit si les Russes reprennent main dessus, attention au danger. En revanche, dans les bonnes mains américaines, en tout cas c'est la version qu'on nous sert, on est là, et je répète encore le discours qu'on a entendu tout à l'heure, des services de santé publique engagés pour la recherche mondiale scientifique et pacifique. Voilà, ça c'est la version américaine. C'est ça qui est intéressant, Stanislas Berton, les Américains, c'est toujours pour le bien de l'humanité. Oui, tout à fait, mais vous me faites la transition. Alors, je voudrais déjà rappeler une chose, c'est que c'est quand même une blague quand on dit que en fait, il faut éviter que ça tombe entre les mains des Russes. Et les Russes travaillent depuis des années sur ces sujets-là. Ils n'ont pas besoin de mettre la main spécialement sur ce qui se trouve en Ukraine. Je veux dire, ça, c'est déjà un premier point. Et ensuite, le deuxième point, c'est que quand on s'intéresse à qui sont en fait derrière ces organismes, parce qu'il faut toujours faire ça, il faut faire ce travail que devraient faire normalement les journalistes, c'est de regarder qui sont les gens qui sont derrière ces fameuses agences. Par exemple, vous avez cité le CRT, il y a aussi la DTRA, il y a la NIT, tout ça, ce sont des sous-structures du Pentagone. Et en fait, quand vous regardez à la fois qui sont à la tête de ces structures et surtout où vont les financements, parce qu'il faut quand même expliquer ça aux auditeurs, c'est que, ça a été très bien dit tout à l'heure, c'est que c'est un cycle. C'est-à-dire vous avez un budget fédéral qui est essentiellement beaucoup contrôlé par les démocrates ou par l'État profond américain. Et ce budget fédéral brasse des sommes absolument colossales. Et ces sommes-là sont utilisées souvent dans une forme d'opacité et sont distribuées parfois à des entreprises privées. Et quand vous regardez qui sont à la tête de ces entreprises privées, vous vous rendez compte que ce sont d'autres personnes de l'État profond qui sont souvent liées par des liens familiaux ou partisans, etc., aux gens qui votent les budgets. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples concrets? Parce que là, on est un peu dans l'abstrait. Oui, l'exemple le plus concret de ça, c'est la famille Biden. Je veux dire, la famille Biden, c'est complètement, c'est ce clan Biden. Et par exemple, on sait aujourd'hui que Hunter Biden est lié à une entreprise qui s'appelle Rosemont Seneca. Et Rosemont Seneca a touché de l'argent indirectement pour ses recherches biologiques. Rosemont Seneca, c'est l'entreprise ukrainienne qui est non, c'est l'entreprise dans l'énergie. En fait, c'est le fonds. Non, ça c'est Burisma. Rosemont Seneca, c'est en fait un fonds d'investissement chapeauté par Hunter Biden qui a investi dans la recherche notamment bactériologique. On retrouve ces circuits de financement. Il y a aussi l'EcoHealth Alliance de Peter Daszak qu'on retrouve sur un autre sujet. Donc il y a vraiment, là on n'a pas le temps de rentrer vraiment dans le détail, mais il faut vraiment comprendre qu'en fait quand vous regardez les circuits de financement, vous voyez que c'est une espèce de gigantesque machine à faire tourner des fonds fédéraux, donc qui sont payés par les contribuables américains, qui vont aller financer des recherches et qui vont passer par des boîtes privées. Voilà, en gros c'est ça le concept. Un mot pour Bertrand Scholler et le mot de la fin pour le professeur Perron.
Oui, en fait, moi, tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure, en fait, ça me fait penser au grand problème des définitions. C'est-à-dire qu'on remarque depuis quelques années que les mots n'ont plus le même sens. Et vous évoquiez en fait ce qui se passe aux États-Unis. On a évoqué plusieurs fois le mot gain de fonction. Et par exemple, il y a eu un énorme débat entre Rand Paul, qui est un représentant américain, et le professeur Fauci sur ce que ça veut dire le gain de fonction. Puisqu'en fait, Fauci s'est retrouvé avec des contrats et des emails signés comme quoi il participait à un certain nombre de recherches sur ce sujet du gain de fonction qui est officiellement complètement interdit aux États-Unis. Et donc, Rand Paul l'attaquait là-dessus et on jouait sur la sémantique. On a eu ce débat sur d'autres mots très à la mode, comme le vaccin qui a changé, la définition. Depuis 2 ans. Et on se rend compte qu'en fait, on va vivre une époque dans laquelle les mots vont perdre leur sens. C'est-à-dire le bien, le mal, le vrai, le faux, l'apparent, le réel. Et donc, il va falloir toujours être très méfiant sur l'histoire de la définition d'un mot et sa valeur pour les humains, puisque le mot vaccin a une valeur très positive depuis l'époque de Pasteur, et vous avez contribué à le rendre positif, professeur Perron. Et donc, c'est cet usage des mots qui est perturbant, en fait. Et gain de fonction, c'est à mon avis, un des mots qu'on va entendre le plus dans les années qui viennent. Donc, alors, le mot de la fin au professeur Perron sur cette table ronde. Professeur Perron, ensuite on continue. Juste, il faut préciser pour les auditeurs qui ne savent pas ce que veut dire gain de fonction, c'est la manipulation génétique de microbes pour les rendre plus virulents et plus transmissibles. Voilà. À préciser quand même qu'à Wuhan, donc c'est reconnu aujourd'hui qu'il y avait du travail sur du gain de fonction également, le fameux laboratoire de Wuhan. Qui était financé par les États-Unis en partie. Notamment, mais aussi par un projet français, il me semble. Alors, juste pour le mot de la fin, c'est un peu historique. Quand je disais que la guerre microbiologique remonte à longtemps, les Scythes, qui étaient les premiers cavaliers en Asie centrale, ils trempaient leurs flèches, c'était des milliers d'années avant Jésus-Christ, ils trempaient leurs flèches dans des cadavres en décomposition pour transmettre la gangrène gazeuse. Ça ajoutait à l'effet vulnérant mécanique de la flèche une infection. Et quand je parlais de la peste noire, c'était la guerre entre les Vénitiens et les Génois à Caffa dans la mer Noire. Ils ont catapulté des cadavres de pestiférés par-dessus les remparts, ce qui a déclenché la peste noire qui a décimé toute une partie de l'Europe. Donc, c'est pas nouveau. Simplement, maintenant, ce qui est inquiétant, c'est que c'est industrialisé avec des technologies de biologie moléculaire absolument fantastiques. On peut insérer des gènes nouveaux dans des microbes. Et puis, il n'y a plus de frontières non plus. La mondialisation permet aussi un passage des microbes beaucoup plus et avec facile. un financement, non seulement une tolérance, mais un financement de ces apprentis Frankenstein dans différentes superpuissances qui est très inquiétant pour notre humanité. Eh bien, merci pour cette dernière parole inquiétante, professeur Perron. Merci à vous tous, c'était passionnant. On continuera, on reprendra cette table ronde. Bertrand Scholler, professeur Christian Perron. On va citer votre livre sur la maladie de Lyme, puisque d'ailleurs, moi non plus, je ne l'ai pas lu, il faut que je le lise. La vérité sur la maladie de Lyme, infection cachée, vie brisée vers une nouvelle médecine aux éditions Odile Jacob. Et merci à vous, Stanislas Berton, spécialiste des risques systémiques, et votre livre, L'homme et la cité, au volume 2, Le temps retrouvé. Merci à vous trois. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.